Alors, troisième et dernière vidéo pour terminer les deux derniers exercices du TD C6L4 sur les organomagnésiens. Donc, dans l'exercice numéro 9, on nous propose d'étudier une partie de la synthèse d'un acide particulier, l'acide ricinoléique, où on nous donne sa structure et on nous propose de commencer la transformation à partir d'un substrat qu'on a noté A, qui est ici. Alors là, ici, le préfixe HEX, c'est pour la chaîne exil. Et on nous demande dans un premier temps de nommer le composé A. Ben, on a une chaîne au total composée de 7 atomes de carbone. Là, ici, c'est une fonction aldéhyde. C'est donc la molécule heptanale. Dans la question numéro 2, on nous demande comment réaliser le passage de la molécule A à la molécule B, que j'ai réécrit là-haut. Et on tâchera pour cela d'être le plus précis possible. Donc, on a la molécule cible dont on connaît la structure et il faut trouver une voie de synthèse utilisant le réactif initial qui est la molécule A. Du coup, ici, c'est une question de rétrosynthèse qu'on nous demande de faire. Alors, si jamais vous avez déjà une bonne vision, vous pouvez directement partir dans le sens synthétique. Si jamais pour vous c'est un petit peu plus flou, n'hésitez pas à d'abord poser une analyse rétrosynthétique. Ici, pour s'entraîner, je vais d'abord commencer par l'analyse. Alors, dans la molécule B, la molécule cible, on constate qu'on a deux fonctions chimiques, une fonction alcyne et une fonction alcool secondaire. On sait en plus qu'on veut utiliser comme réactif de départ un aldéhyde. Et à partir de là, en connaissant bien les réactions du cours, ça doit faire tilt, puisque on sait que la réaction d'un aldéhyde avec un organomagnésien mixte va former un alcool secondaire. Donc là, ici, la question, c'est de se dire quel est le bon organomagnésien à utiliser pour arriver à cet alcool-là. La déconnexion qu'on va faire, elle va avoir lieu ici, juste au pied de l'alcool, et vous voyez que la partie que j'entoure ici en rouge ressemble à la molécule d'heptanal, la molécule A. Lorsqu'on réalise donc la déconnexion, on va obtenir deux rétrons. Celui-ci, dont l'équivalent synthétique sera la molécule A directement. Et de l'autre côté, les électrons de cette liaison, on va imaginer qu'ils étaient originaires du fragment de droite. On a donc ici un carbanion dont l'équivalent synthétique correspond à un organomagnésien mixte. Qui serait celui-ci avec X à cet endroit qui représente chlore, brome ou iode. Faites attention, un petit point de détail, mais quand on a l'habitude de faire de la chimie orga, on fait attention à ça. Les alcynes, les carbones à l'intérieur de la fonction alcyne, là ici, ils ont tous les deux comme géométrie VSEPR AX2E2. Ils sont donc linéaires. Par conséquent, faites attention de bien aligner la triple liaison avec les liaisons qui seront de part et d'autre. Là ici, si je rajoutais la CH, il faudrait bien la mettre dans le même alignement. Ok, donc là on utilise le substrat A et un organomagnésien. Par contre, il faut avoir conscience que les organomagnésiens ne sont pas des réactifs commerciaux, en tout cas celui-ci ne l'est pas. Il y en a seulement deux que j'avais mentionnés dans le cours qui sont commerciaux. Ça veut dire que ce composé-là, il doit être préparé par nos soins avant de pouvoir être utilisé. Donc on repart pour une deuxième analyse rétrosynthétique. Je démarre de ce composé-là et on va trouver les réactifs qui lui ont donné naissance. On a une fonction organomagnésien sur un carbone qui est un carbone tétraédrique. Donc il suffit de prendre l'halogénoalcane correspondant et du magnésium dans des conditions classiques de synthèse magnésienne. Une fois qu'on a fait cette analyse rétrosynthétique, on peut réécrire cette fois dans le sens de la synthèse. Et ce qu'on a écrit en dernier, dans la rétrosynthèse, arrivera en premier dans la synthèse. Donc on commence par prendre ce fragment-là. Je vais prendre comme halogène par exemple du brome. On a vu que c'était un bon compromis entre masse molaire et réactivité. On ajoute dessus du magnésium solide, on va en prendre un équivalent.
Et on utilise des conditions classiques, c'est-à-dire un solvant éthéré comme le diéthyléther, anhydre, en présence d'un gaz inerte. Pour changer un petit peu, ici on va prendre de l'argon. Lorsqu'on fait la réaction, insertion oxydante dans la liaison carbone-brome, on obtient alors la fonction organomagnésienne. Et là, ici, on peut faire un petit commentaire sur d'éventuelles réactions de parasites qui pourraient avoir lieu. Évidemment, les réactions de parasites qu'on avait mis dans la leçon, elles peuvent toutes avoir lieu. Celle avec le CO2, celle avec la vapeur d'eau, avec le dioxygène et également le couplage de Wurtz. Toutes ces réactions parasites, elles sont inhibées le plus possible grâce aux conditions classiques, notamment par l'ajout goutte à goutte de l'halogénoalcane lors de la formation de l'organomagnésiien. Pour autant, lorsque cet organomagnésiien va commencer à s'accumuler dans le milieu réactionnel, il peut y avoir une réaction parasite, puisque si on analyse ici l'autre extrémité de l'alcyne, eh bien on a un hydrogène que je viens de représenter ici en bleu qui a un certain caractère acide. Le pKa du couple alcyne-alcynure, eh bien il se trouve aux alentours de 25. Et les organomagnésiens, eh bien, ce sont des bases pour lesquelles le pKa est situé aux alentours de 50. Ça signifie que lorsque l'organomagnésien va être formé, il pourra attaquer soit une autre molécule d'organomagnésien, vu qu'il y a encore ce H terminal qui est présent, ou alors attaquer le réactif initial, puisque ici, le même H avec le même pKa est également présent. Ça signifie que lorsqu'on va faire cette synthèse, il ne faudra probablement pas trop traîner, et si on chauffe trop, on va favoriser les équilibres thermodynamiques de déprotonation, donc ce sera peut-être l'occasion d'essayer de travailler à température ambiante, voire en refroidissant un petit peu pour limiter ces déprotonations. Donc une fois que l'organomagnésien est formé, là on est arrivé, donc on reprend la rétrosynthèse, on s'est occupé de cette ligne-là, on revient un cran en arrière, il faut maintenant mettre l'organomagnésien en présence d'heptanal. Alors concernant l'heptanal, c'est probablement pas un réactif pur qu'on va utiliser. On va le diluer dans le diéthyléther et on va faire un ajout goutte à goutte. Donc encore une fois dans le diéthyléther anhydre, au goutte à goutte. Et on aura du coup, lors de cette réaction, l'addition nucléophile de l'organomagnésien sur l'aldéhyde qui forme l'alcoolate. Et une fois que l'alcoolate est formé, il faut réaliser l'hydrolyse terminale qui vient toujours en fin de synthèse magnésienne. Donc là ici, je vais continuer sur la ligne du dessous. L'alcool qui va être formé, c'est un alcool secondaire, donc on peut utiliser l'acide chlorhydrique, H+, Cl-, en milieu H2O, et on obtient alors le produit B, et les sous-produits qu'on va obtenir sont des ions Mg2+, et Br-. Et voilà, tout ce qu'on avait à dire. Pour la question numéro 3, on nous demande, à la fin de la réaction de préparation du composé B, est-ce qu'on obtient un mélange optiquement actif? Alors, lorsqu'on analyse la molécule B, je vais la réécrire ici, X, CH, OH, et ensuite le fragment avec la fonction alcyne, on s'aperçoit qu'il y a dans cette structure un carbone asymétrique, le carbone porteur de la fonction alcool. Puisqu'il est asymétrique, si on considère une seule et unique molécule B, elle est non superposable à son image dans un miroir, donc elle aura à l'état seul une activité optique.
Le problème qu'il y a, c'est que dans le ballon, on n'a pas une seule molécule B, mais tout un ensemble de molécules. Donc, on va ici essayer de caractériser cet ensemble de molécules, et puisqu'on s'intéresse à la stéréochimie, on va utiliser pour le réactif A le fameux angle de Bürgi-Dunitz, qui nous dit que un aldéhyde est plan, et lorsqu'un nucléophile va attaquer l'aldéhyde, il pourra approcher soit par le plan du haut, avec un angle d'à peu près 105-106 degrés par rapport à la double liaison CO, ou alors il pourra approcher avec une trajectoire symétrique à la précédente par rapport au plan qui est ici perpendiculaire au plan du tableau. Et donc voilà la molécule A. On constate qu'au voisinage de la double liaison CO, eh bien, l'encombrement de part et d'autre du plan est strictement le même. Ça signifie qu'un nucléophile, en l'occurrence ici l'organomagnésium, pourrait tout à fait approcher en suivant la trajectoire verte, ou alors approcher en suivant la trajectoire rouge. Les deux attaques sont équiprobables. Par conséquent, on va avoir 50% d'attaque vers le haut, 50% d'attaque vers le bas, répartition statistique, ce qui veut dire qu'à la fin, bien, le carbone asymétrique dans la molécule B, il y aura 50% de configuration R, 50% de configuration S. Le mélange obtenu est un mélange racémique. Je vous rappelle, mélange racémique, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Et puisque les énantiomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques qui sont opposés en valeur relative, eh bien, ça signifie que globalement, en appliquant la loi de Biot, on se retrouvera avec un angle de déviation qui sera égal à 0 et donc une activité optique nulle. Ensuite, pour la question numéro 4, donc là c'est une question de cours, il faut se référer à l'échelle de pKa que je vous avais fournie, on nous demande de rappeler les pKa de certains couples. Je ne vais pas les réécrire, je donne simplement les valeurs à l'oral. Donc pour le petit a, pour le couple alcine-vrai-alcinure, le pKa se trouve aux alentours de 25. On peut expliquer ce pKa relativement faible pour une liaison CH, parce qu'un carbone qui fait des triples liaisons n'est pas tout à fait le même qu'un carbone tétraédrique, et son électronégativité va augmenter. Ensuite, pour le petit b, le couple ammoniac-amidure, suivant les échelles de pKa qu'on trouve, on a des valeurs qui fluctuent entre 28 et 35. Du coup, moi je donne la valeur qui se trouve à peu près entre les deux. Et je cite en général 32. Pour le petit c, pour un alcool secondaire et un ion alcoolate secondaire, le pKa se trouve en moyenne aux alentours de 17. À partir de là, question numéro 5, on nous demande quel produit obtient-on par action de l'amidure de sodium sur la molécule B? Alors, je reprends la structure de la molécule B. La voici, et on la met à réagir avec de l'amidure de sodium. Évidemment, vu que juste avant on nous a posé une question sur les pKa, on nous invite ici à réfléchir à une transformation acido-basique. Les pKa, justement, qu'on vous a demandé juste au-dessus, correspondent aux trois types de réactivités qui sont là. Tout d'abord, le couple ammoniac-amidure. On a dit que le pKa associé était égal à 32. Et on a ici la forme basique, donc on a une base forte. Ensuite, pour le proton ici de l'alcine, on avait dit pKa 25, et on a la forme acide. Donc, un acide est présent, une base est présente, ok, on peut envisager une réaction de déprotonation. On a aussi un alcool secondaire. Le pKa ici est aux alentours de 17. Ça veut donc dire que sur la molécule B, on a deux protons labiles et ils n'ont pas les mêmes pKa. Lequel est le plus acide? C'est celui associé au pKa le plus faible. Donc là, ici,
l'acidité de l'alcool est plus forte que l'acidité de l'alcyne. C'est-à-dire que l'alcool libère son H+, plus facilement. Par conséquent, si on met une base et qu'il y a compétition dans la déprotonation, on a ici un problème de régiosélectivité. La position de l'hydrogène attaqué n'est pas la même et les produits qu'on obtient seraient des régioisomères. Donc, lequel va être arraché préférentiellement? Celui qui part le plus facilement. Donc, préférentiellement, arrachage de l'alcool et on formerait l'alcoolate. Ce serait ici le produit majoritaire. Alors, je vous ai mis une remarque juste en dessous qui est que la réaction acido-basique prépondérante a lieu entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. On l'a vu dans la leçon sur les réactions acido-basiques justement, et on sait qu'on peut calculer les constantes d'équilibre acido-basiques. Si on envisageait la déprotonation de l'alcyne, on aurait un écart entre les pKa de 7 unités. Les deux espèces NH2- et l'alcyne sont incompatibles, et donc on aurait une constante d'équilibre de 10 puissance 7. Si on regarde maintenant la déprotonation avec l'alcool qui est là, entre 17 et 32, eh bien on a 15 unités de pKa, donc une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance 15, et dans le cours C7L1, j'ai mis un petit paragraphe qui nous dit que les réactions acido-basiques sont successives si leurs constantes d'équilibre sont écarté de plus de 10 puissance 2. Ici, c'est bien le cas, et donc on va avoir, en effet, des réactions de déprotonation successives. Donc si on met un équivalent de molécule B pour un équivalent d'amidure de sodium, on va avoir un seul site qui va être déprotoné, et ce sera l'alcool. Donc ce produit-là, il est majoritaire, et il est en pourcentage proche de 100%. Donc, quand je dis proche de 100%, je précise un peu plus, ça veut dire que ça tend vers 100%, c'est-à-dire au-delà de 99%. Dans la question numéro 6, on nous dit que, en réalité, la déprotonation de l'alcool n'est pas la réaction souhaitée. On préférerait avoir la réaction de l'alcyne. Par conséquent, on envisage une stratégie dans laquelle on va masquer temporairement la réactivité de l'alcool et on nous demande le nom de cette stratégie. Logiquement, c'est quelque chose que vous avez déjà étudié quand vous étiez en terminale. Si jamais vous n'avez pas de souvenir dessus, il faut le réaliser. C'est la stratégie de protection de fonction. Alors la protection de fonction, ça signifie que une fonction chimique, ici l'alcool, a une réactivité qui n'est pas souhaitée. Donc, on va transformer par réaction chimique l'alcool de façon temporaire et on va ensuite le régénérer au cours d'une autre transformation chimique. Et justement, pour faire cette protection, on nous dit juste ensuite que la réactivité de l'alcool peut être masquée à l'aide d'une réaction avec le dihydrogénopyrane, dont on nous donne la structure, et le produit qu'on obtient est le produit C. Alors, là ici, ce que je vais écrire, c'était pas une question demandée, c'est d'ailleurs pas un mécanisme qui est au programme de première année, c'est un mécanisme que je vais vous donner simplement pour information. Ça correspond à la protection d'un alcool par le dihydrogénopyrane. Donc, c'est un supplément au cours. Alors, lorsqu'on va vouloir protéger un alcool par le DHP c'est cette molécule-là, dihydrogénopyrane, il va falloir procéder en milieu acide. Lorsqu'on travaille en milieu organique, on préfère utiliser des acides organiques. Et un composé qu'on va utiliser très fréquemment, c'est il se nomme l'APTS pour acide paratoluène sulfonique. Il a cette structure-là.
On prend un petit instant pour essayer de comprendre son nom. On parle d'acide sulfonique. La fonction acide sulfonique, elle est ici à droite, c'est l'analogue soufré d'un acide carboxylique. Et puisque le soufre a une valence qui peut être plus grande que celle du carbone, on ne va pas avoir C double liaison O, OH, mais S, deux double liaisons O, puis OH. Ensuite, on a le morceau là ici, para. Para, pour un cycle benzénique, ça signifie qu'on a des substituants placés de façon diamétralement opposée. On parle aussi du toluène, et le toluène, vous voyez, c'est ce fragment qui est à gauche, c'est le cycle phényl associé au groupement CH3. Cet acide paratoluène sulfonique, on l'abrège en général de la façon suivante. Ce fragment-là, c'est le fragment tosyl, qu'on note TS, et par conséquent, on écrit la molécule TSOH. Ce composé, c'est un acide sulfonique. Les acides sulfoniques sont des acides forts, et le pKa est compris à peu près entre -4 et -6. Ça dépend de la molécule. Donc le pKa du couple TSOH-TSO-, il est environ à -6, ce qui fait de l'acide paratoluène sulfonique un acide fort. Et l'intérêt d'utiliser, c'est que c'est un acide organique. Il va être ici plutôt apolaire avec la partie toluène, donc il va être soluble dans les solvants, plutôt apolaire également. Ok. Donc dans un premier temps, l'acide paratoluène sulfonique, donc là je commence à écrire le mécanisme. Cet acide paratoluène sulfonique, on peut le représenter sous sa forme associée ou sous sa forme dissociée. Ça revient à donner la paire électronique de la liaison OH à l'atome d'oxygène. On a alors un ion tosylate TSO- et un hydrogène, un proton H+. Évidemment, cette réaction elle est équilibrée, mais plutôt en faveur de la forme de droite. Donc, puisqu'on a des H+ dans le milieu réactionnel, on peut ensuite faire réagir ces H+. Pour ça, on va prendre la molécule de dihydrogénopyrane et un proton. Il peut y avoir plusieurs types d'interactions entre le dihydrogénopyrane et le proton. La première, eh bien, ce serait de se dire l'oxygène va venir compléter la lacune. Donc ça, c'est possible. En termes de type de réaction, celle qui est juste au-dessus, l'acte élémentaire qu'on a écrit en premier, c'est acido-basique. Et là ici, vu qu'on fait intervenir H+, c'est encore une fois acido-basique. Mais on peut aussi avoir d'autres types d'attaques. Je vais les représenter en dessous, et puis on conservera la seule qui est intéressante pour la suite. Donc là ici, l'alcène, c'est une fonction qui est riche en électrons, qui va pouvoir aussi attaquer la lacune. Lorsque la double liaison est utilisée pour compléter la lacune, l'hydrogène peut alors soit se lier sur l'atome du haut, soit sur l'atome du bas. L'atome qui n'est pas lié à l'hydrogène, lui, il va récupérer une lacune électronique et une charge plus qui était initialement portée par le proton. Donc on a deux produits. Concernant le type de mécanisme, là ici, ce sont des actes élémentaires qui sont acido-basiques. Donc, l'interaction entre le dihydrogénopyrane et le proton peut fournir trois composés. On va essayer de les analyser, de les étudier un petit peu. Tout d'abord, ici, le premier, on a un oxygène O+. Donc, un O+, on sait que c'est pas stable, mais tous les atomes respectent l'octet. Donc ça, c'est plutôt favorable.
Pour les composés qui sont en dessous, on a des carbones carbocationiques qui ne respectent pas la règle de l'octet, donc c'est un peu moins stable. En ce qui concerne la classe du carbocation, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des carbocations secondaires. Le carbone porteur de la lacune est relié à deux autres atomes de carbone. En termes de stabilité, eh bien, le carbocation qui est là peut être stabilisé par mésomérie, puisqu'on repère ici l'enchaînement N sigma V, qui permet donc de former une double liaison oxygène-carbone, ce qui va du coup donner de la stabilité. Par contre, celui-ci n'est pas conjugué. Donc, le carbocation qui est ici est défavorisé d'un point de vue thermodynamique. À partir de là, eh bien, si on souhaite continuer l'écriture du mécanisme, donc cet acte élémentaire-là, le premier, eh bien, nous donne cette espèce-là qui ne va pas être spécialement utile pour avancer. Donc la protonation peut avoir lieu, puis ensuite elle peut revenir en arrière. Et ce qui va nous permettre d'aller plus loin dans le mécanisme, c'est d'utiliser cette forme carbocationique. Donc j'ai réécrit ici la forme carbocationique. On rajoute une molécule d'alcool. Et là, on constate qu'on a un site accepteur d'électrons sur le carbone porteur de la lacune, un site donneur d'électrons avec l'oxygène de l'alcool. Il va donc y avoir attaque de l'oxygène au niveau de la lacune, formation d'une liaison oxygène-carbone. L'acte élémentaire qu'on vient de dessiner, eh bien, c'est un acte élémentaire d'addition. C'est même une addition nucléophile. On peut compter le nombre d'assaturations pour s'en assurer. Et c'est une addition nucléophile vu que l'alcool ici intervient comme nucléophile. Dans le produit qu'on voit former ici, on a un oxygène O+. O+, on a un réflexe, on sait que ce n'est pas stable. Donc il faut que l'oxygène gagne des électrons. Et pour ça, il va arracher les électrons de la liaison OH pour se les attribuer. On va donc avoir au cours d'un dernier acte élémentaire acido-basique formation de l'alcool protégé et libération d'un H+. Un petit commentaire concernant ce H+, il a été consommé au cours du premier acte élémentaire, lorsqu'il s'additionne sur le BHP, il est régénéré au cours du dernier acte élémentaire, il a donc ici le rôle d'un catalyseur. Alors maintenant que cette petite parenthèse est fermée, on va revenir à la question qui nous était posée, la question numéro 8, dans laquelle on nous demande d'écrire le mécanisme de transformation acido-basique ayant lieu entre l'amidure de sodium et la molécule C. Alors là, vous voyez que la molécule C, elle est assez grande, elle prend du temps à dessiner, et il y a seulement la partie alcine qui est la partie réactive. Donc, on peut, pour un mécanisme, prendre des notations abrégées. Je vais ici noter la molécule C de la façon suivante. R, CH2. Je vais mettre dans le même sens. Et la fonction alcine. À partir de là, eh bien, pour écrire le mécanisme, je reprends cette notation. Je mets ici l'hydrogène acide en évidence. On utilise l'amidure de sodium. Donc, l'amidure, c'est une base, pK32. L'alcine, c'est un acide, pK25. La déprotonation va avoir lieu de façon quantitative. On obtient donc, au cours d'un acte élémentaire acido-basique,
un alcynure, celui-ci, plus, eh bien, NH2- qui récupère un H+, ça nous donne NH3, une molécule d'ammoniac. Un petit commentaire sur l'alcynure qui est formé. Vous voyez qu'ici, il va s'associer au cation sodium. Par conséquent, on peut définir ce type de composé comme eh bien, une entité organométallique. En l'occurrence, ici, ce sera un organosodique. Et concernant les organosodiques, la différence d'électronégativité entre le carbone et le sodium, elle est très grande. Par conséquent, les organosodiques sont des composés qui sont parfaitement ioniques. On aura des carbones carbanioniques et le sodium qui est là pour assurer seulement l'électroneutralité. Et donc, si on s'arrête là, pour répondre à cette question, on n'a pas totalement répondu. On nous demande de donner la structure du produit D. Là, ici, c'est juste une notation abrégée. Donc, il faut maintenant réécrire une fois la molécule en mettant tous les groupements présents. Donc, D a pour structure, j'utilise des petites abréviations avec exil. Voici la structure de D. Pour la question numéro 9, on nous dit qu'on va traiter la molécule D, la paire d'ions D, par le 6-chloro-1-iodohexane et on nous demande de trouver la structure du produit E. Donc j'ai commencé par réécrire les réactifs, j'ai repris une notation abrégée pour D, et 1, 2, 3, 4, 5, je m'aperçois que j'ai oublié un carbone dans l'autre réactif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bien, donc là, on s'arrête un instant et on essaye de voir quelles sont les réactions qui peuvent avoir lieu. On va regarder tout d'abord le composé alcynure. Puisqu'il est déprotoné, on a ici donc un carbone sous forme de carbanion, et on en a beaucoup parlé de ces carbanions dans la leçon C6L4. Ils ont deux types de réactivité, ce sont à la fois des nucléophiles et en même temps des bases fortes. Dans l'autre composé, eh bien, on a des liaisons carbone-halogène, une liaison carbone-chlore, une liaison carbone-iode, donc on aura un problème de régiosélectivité à trancher. Et quelles sont les réactions qu'on peut réaliser avec ce type de fonction? Eh bien, si c'est la réactivité nucléophile qui s'exprime, on va pouvoir écrire des substitutions nucléophiles. Si au contraire c'est la réactivité de base forte qui est prédominante, eh bien ce sera des réactions d'élimination qu'on va avoir. Comment faire pour trouver une indication de savoir si on doit écrire une substitution nucléophile ou une élimination? Eh bien, l'indication, elle se trouve dans l'énoncé. Au tout début, lorsqu'on nous donne la structure de l'acide ricinoléique, on voit qu'il y a des longues chaînes à l'intérieur. Donc, si on veut obtenir ces longues chaînes, mieux vaut faire la transformation de substitution nucléophile. Donc, ici, d'après cette analyse, on laisse tomber la réactivité de base forte et donc le mécanisme d'élimination. Lorsqu'on va réécrire la substitution nucléophile, il faut choisir un site réactif, soit la liaison carbone-chlore, soit la liaison carbone-iode. En l'occurrence, on a déjà étudié la nucléophugacité de ces groupements-là, et on sait que l'iode est un meilleur nucléophuge que l'iode. Par conséquent, s'il y a le choix entre les deux sites d'attaque, eh bien le site préférentiel, ce sera le carbone porteur de l'iode. À partir de là, on peut écrire un mécanisme de substitution nucléophile, et puisque le carbone qui est ici est un carbone primaire, on va choisir d'écrire une substitution nucléophile bimoléculaire. Ok, donc je rajoute les doublés non liants au niveau de l'atome d'iode. La réaction se passe en un seul acte élémentaire, attaque du nucléophile sur le carbone delta+, départ de l'ion iodure, et on va donc former
au cours d'un acte élémentaire plutôt non renversable. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis la liaison avec le chlore, plus départ de l'ion iodure. Et donc si on réécrit tout ça en développant la structure du groupe R, on aura donc la structure du produit E, un, 2, 3, 4, 5, 6, chlore. Et donc ici, réaction SN2. Très bien, donc là, on a répondu à la question numéro 9, et il nous reste ensuite à répondre à la 10. Donc on nous dit que le composé E est traité par de l'iodure de sodium. Alors, l'iodure de sodium, NaI, c'est pas un composé moléculaire, donc je vous interdis d'écrire Na, liaison covalente I. Ça, c'est une notation qui n'a pas une bonne représentativité. Par contre, écrivez Na+, et I-. NaI, c'est l'analogue iodé de NaCl. Par conséquent, quel type de réaction pourrait-on avoir ici? On a un ion iodure, I-, et on en a déjà beaucoup parlé, on a dit que l'ion iodure était un bon nucléophile. Y a-t-il un site électrophile dans cette molécule susceptible de réagir avec ce nucléophile? Il y en a un seul, c'est ici, ce carbone. Pourquoi c'est le seul électrophile susceptible de réagir? Parce que c'est le seul qui est relié à un groupe partant. Du coup, dans la dernière question, la 10, eh bien, ce qui va se produire, c'est une substitution nucléophile bimoléculaire. Je ne vais pas l'écrire, mais on remarque encore que j'ai la place avec ce que j'ai dessiné au-dessus. Je vais rajouter les doubles ions sur le chlore. L'ion iodure va attaquer le carbone delta+, départ de l'ion chlorure, et on obtient du coup, pour la molécule F, quelque chose d'analogue à la molécule E, avec un iode à la place du chlore. Quel est l'intérêt de cette transformation? Eh bien, c'est d'obtenir un meilleur groupe partant, puisque le chlore n'est pas un bon groupe partant. Alors, pour le dernier exercice, le numéro 10, j'ai pris un petit moment pour réécrire le sujet au tableau, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit ici d'un exercice de chimie organique on ne peut plus classique, où vous avez une synthèse à compléter. Clairement, on vous donne la molécule cible, qui arrivera donc à la fin de la synthèse, et on vous donne un composé de départ et tout un ensemble de réactions. En général, dans ce type de problème, on vous pose des questions du type comment passer de tel composé à tel autre, écrire le mécanisme, ou alors parfois on ne vous mettra pas ce qu'il y a sur une flèche et on vous demandera de proposer des conditions opératoires. Et donc, avant même de commencer à répondre aux questions, c'est peut-être intéressant de prendre un moment pour essayer de voir en quoi ce schéma réactionnel, cette suite de réactions, est relié à la structure moléculaire cible. Commençons par le départ. Alors moi je suis assez limité en termes de nombre de couleurs, vous pouvez en prendre plus. Je vais essayer de changer les formes et les couleurs pour mettre un maximum d'informations en évidence. On démarre de ce composé-là, qu'on appellerait le benzène 1,4-diol. Cette structure-là, où vous avez un cycle aromatique avec deux oxygènes diamétralement opposés, je ne sais pas pour vous, mais moi je le vois comme le nez au milieu de la figure, ça se trouve pile au centre de la molécule. Donc ce fragment-là va se retrouver là, à la fin. Ensuite, donc on voit NaOH, bon ça c'est inorganique, c'est normal qu'on ne le retrouve pas dans la molécule finale. On a des liaisons carbone-brome qu'on ne retrouve pas non plus, c'est pas très étonnant vu que c'est des liaisons assez réactives. Ensuite, on a un fragment phényl-CH2-NH2. Alors celui-là, on ne le voit pas apparaître, on voit un NH qui est ici, mais il n'est pas directement relié à un phényl. Même chose, un NH qui est là, mais pas directement relié à un phényl. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu dubitatif sur ce fragment-là. Quoi qu'il en soit, on continue. Pour l'étape 2 d'ON3, vous avez une indication ici sous la flèche R plus S. Ça signifie que
ce composé-là, on en utilise un mélange racémique. En l'occurrence, le carbone asymétrique, c'est celui-ci. Et donc, est-ce qu'on repère dans la molécule un cycle phényl, un oxygène, un CH2 et ensuite donc un autre CH et un oxygène? Ouvrez bien grand les yeux. Là, ici, sur la droite, ce fragment-là ressemble beaucoup au fragment qui est ici. On continue. Réaction 3 donne 4. On utilise NaOH et un composé bromé. Alors là déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que l'étape 3 donne 4, elle ressemble beaucoup en termes de conditions opératoires à l'étape réactif initial donne 1. Donc, on va sûrement procéder par une certaine analogie. Ensuite, pour la réaction 4 donne 5. Alors là, on voit du dihydrogène en présence de catalyseur, une transformation qu'on appelle une hydrogénolyse. Vous l'étudierez l'année prochaine. Là, pour l'instant, on ne la connaît pas. Donc on ne va sûrement pas nous demander de parler d'une réaction qu'on ne connaît pas, sauf si on nous guide. Ok, donc l'étape 4 donne 5, on ne sait pas grand-chose dessus, on sait juste que c'est une hydrogénolyse. Tiens, on va faire une petite parenthèse étymologique. Le suffixe lyse, ça signifie cassure, rupture, et hydrogéno, il y a qui utilise de l'hydrogène. Donc là, en fait, H2 va intervenir un peu comme une espèce de ciseau moléculaire. On va casser une partie de la molécule grâce à H2. Dans la réaction 5 donne 6, elle se passe en 2 étapes. Le premier point, il est un petit peu passé sous silence, on a juste écrit résolution. Résolution, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Lorsqu'on dit résolution, on dit parfois un peu plus précisément résolution du racémique ou séparation d'un mélange racémique. Et en effet, là, vu qu'on utilise un carbone asymétrique à la fois 50% R et 50% S, si on veut un produit qui a une configuration précise, comme c'est le cas ici, c'est logique de passer par une étape de séparation des deux énantiomères. Dans la réaction numéro 2, toujours dans 5 donne 6, on voit un fragment méthoxy CH2CH2NH2. Et ce fragment, est-ce qu'on le repère dans la molécule? Ben oui, on le repère ici. Voilà. Ok, donc nous voilà un petit peu plus avancés. On a, avant même d'écrire la moindre réaction, juste par un jeu d'observation et d'identification, on a déjà commencé à comprendre la façon dont est construit le squelette moléculaire. D'abord, on démarre du fragment bleu, et vous voyez qu'on va construire l'attachement entre le fragment bleu et le fragment rouge dans la première ligne. Ça signifie que les étapes qui sont ici, et là l'étape 1 donne 2, vont servir à construire la liaison entre le fragment bleu et le fragment rouge. Une fois qu'on sera arrivé à la deuxième étape, eh bien, on va construire avec la deuxième partie de l'étape 5 donne 6, le fragment qui se trouve ici, à gauche. Pour la première question de cet exercice, on nous demande de donner le stéréodescripteur du carbone asymétrique de la molécule cible. Donc là, j'ai représenté un fragment de la molécule cible, il y a un seul carbone asymétrique à l'intérieur. On classe les différents atomes de ce carbone asymétrique en utilisant les règles de Canning-Gold et Prelog. Là, ici, l'oxygène va être numéro 1, l'azote numéro 2, le carbone qui est là numéro 3, l'hydrogène numéro 4. On peut rajouter en dessous, donc, OH prioritaire sur NH, lui-même prioritaire sur CH2, prioritaire sur l'hydrogène. À partir de là, eh bien, on fait la représentation Newman du carbone asymétrique vers le numéro 4, c'est-à-dire vers l'atome d'hydrogène. On aura donc en haut OH, là ici le fragment CH2R2 et de l'autre côté NH R1. On replace le classement CIP 1, 2, 3. Et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche, une fois arrivée en haut, pointe vers la droite, le descripteur est donc R.
Pour la question suivante, la numéro 2, on nous demande de donner le mécanisme de l'étape conduisant à la molécule 1. Alors là, ici, il va falloir faire des petits points peut-être sur certaines réactivités, puisque tout n'a pas encore été posé. Donc je vais d'abord voir avec vous le composé de départ. Dans cette molécule, on va donc voir un noyau aromatique qui n'est pas a priori pas très réactif, en tout cas moins réactif que les deux fonctions qu'on voit en haut et en bas. Si vous deviez donner un nom à ces fonctions, que diriez-vous? Eh bien, vous diriez probablement que ce sont des alcools. Et vous auriez de façon sûre et certaine faux. Pourquoi? Eh bien parce que le carbone auquel est relié le fragment OH, il est AX3E0. Cependant, pour un alcool, il nous faut une géométrie tétraédrique. Du coup, ce ne sont pas des alcools, ce sont des phénols. Soyez vigilants avec ça, puisque un alcool et un phénol, clairement, ça se ressemble énormément, et pourtant, la réactivité d'un alcool n'est pas la même que celle d'un phénol, et évidemment, la réciproque est vraie aussi. En l'occurrence, donc, on nous fait réagir ce diphénol avec NaOH. Alors, NaOH, c'est un composé que vous connaissez très bien maintenant. Il est constitué d'ion sodium, Na+, et d'ion hydroxyde, HO-. On sait que les ions sodium, respectent la règle de l'octet, ils ne sont pas réactifs, ils sont là pour l'électroneutralité. Les ions hydroxydes, ils ont deux types de réactivité. Ce sont des nucléophiles et des bases. Les deux réactivités sont présentes simultanément. Regardons maintenant le diphénol avec lequel on travaille. Va-t-on pouvoir utiliser la réactivité nucléophile de HO-? Pour ça, eh bien, il nous faudrait un carbone tétraédrique porteur d'un groupe partant. Ici, il n'y a aucun carbone tétraédrique, il n'y a aucun groupe partant. La réponse est donc la réactivité nucléophile ne peut pas s'exprimer. Du coup, il nous reste uniquement la réactivité basique. Alors le petit point que je vais écrire maintenant, c'est plus un appendice de cours que vous pouvez, que même vous devez retenir. En termes de pKa, un couple phénol que j'ai noté PHOH phénolate, PHO-, se situe aux alentours de 9. Concernant le ion hydroxyde, eh bien, le couple associé ce sera H2OHO-. pKa qui vaut 14 dans l'eau. Donc là, ici, on travaille sur un axe généralisé. Et lorsqu'on met à la fois un phénol et HO- en présence, vous voyez qu'on va avoir donc des espèces incompatibles. On pourrait faire un diagramme de prédominance. La constante d'équilibre associée à la réaction de déprotonation, ce sera K standard égale 10 puissance plus 5. Donc une déprotonation quantitative d'un phénol par l'ion hydroxyde. Une petite parenthèse, si vous aviez eu un alcool dont le pKa vaut aux alentours de 16-17, eh bien la déprotonation n'aurait quasiment pas lieu avec l'ion hydroxyde. Ça fait partie des différences de réactivité que j'évoquais tout à l'heure entre les alcools et les phénols. On va donc pouvoir se lancer dans l'écriture du mécanisme. Prenez bien conscience que NaOH, la soude, on en met un équivalent, alors que dans le réactif, on a deux fonctions phénol. Puisqu'on ne met donc qu'un seul équivalent de soude, ça signifie qu'on aura une unique déprotonation. Donc là, ici, je vais l'écrire sur le fragment OH du bas, c'est pour ça que j'ai mis les doublés non liants. Celui du haut ne nous intéressera pas pour ce mécanisme, donc je n'ai pas rajouté les liaisons ni les doublés non liants sur l'atome d'oxygène. Première étape du mécanisme, eh bien, c'est une réaction acido-basique. L'ion hydroxyde va venir déprotoner le phénol. On obtient en bas une fonction qu'on va appeler un phénolate. En haut, le OH n'est pas affecté. L'ion sodium va venir à proximité de l'oxygène au moins, et le sous-produit qui est formé par liaison
entre H- et le H+, c'est une molécule d'eau. Une fois qu'on est arrivé ici, la molécule d'eau va plus être utile pour la suite du mécanisme et on doit écrire la réaction entre le composé qui est ici, le phénolate, et la molécule présentée dans 2, c'est-à-dire le 1,2-dibromoéthane. Alors, dans le 1,2-dibromoéthane, on a deux fonctions chimiques identiques et on a une seule fonction réactive dans l'autre composé. Par conséquent, on va avoir une seule des deux fonctions carbone-brome qui va réagir. Comment peut-elle réagir? Eh bien, on a ici un ion phénolate qui a un oxygène riche en électrons, qui a donc un caractère nucléophile. On a évoqué son pKa tout à l'heure, il est plutôt faible, ça veut dire que ce n'est pas une base très forte. On ne va donc pas pouvoir envisager de réaction d'élimination. On va donc écrire une substitution nucléophile. L'oxygène au moins attaque ce carbone électrophile. Départ de l'ion bromure. Voici donc ce qu'on obtient et suivant le solvant qui est utilisé, on pourrait éventuellement avoir une précipitation de NaBr si le solvant était suffisamment apolaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc là ici, le composé 1 qui est obtenu, c'est la molécule qu'on vient de représenter. Elle est là. N'oublions pas de compléter les étapes du mécanisme réactionnel en précisant leur nature. Donc là ici, pour le premier acte élémentaire, on a une déprotonation, c'est donc acido-basique. Et pour l'acte élémentaire numéro 2, c'est une substitution nucléophile bimoléculaire que j'ai écrite. J'ai choisi d'écrire un mécanisme bimoléculaire, notamment parce que le carbone fonctionnel qui est là est un carbone primaire. Ensuite, question numéro 3, on nous demande de donner la structure du composé 2, mécanisme à l'appui. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la molécule 1 et la mettre en réaction avec la benzylamine. Alors de mon côté, j'ai dû effacer le tableau, mais vous avez encore sous les yeux le schéma réactionnel avec les différents fragments qui ont été entourés. Lorsque vous analysez la structure, eh bien, vous vous rendez compte que la liaison carbone-brome, la structure du produit, la liaison carbone-brome n'est plus présente. Donc il va falloir ici, probablement, faire partir cet atome de brome. Et tant mieux, puisqu'il a justement un caractère de groupe partant. Okay. Si c'est un groupe partant, eh bien, quelle réaction va-t-on faire intervenir au niveau de l'amine qui est présente ici? Une amine peut réagir grâce à sa fonction chimique, donc grâce à l'azote qui est là. Il est porteur d'un doublet non liant, et donc ça lui confère deux réactivités, comme tout à l'heure. Une réactivité basique, une réactivité nucléophile. En ce qui concerne le caractère basique, eh bien, le pKa d'un couple ammonium-amine se trouve aux alentours à peu près de 9. Ça veut dire que les amines sont des bases faibles. Est-ce qu'on a un proton facilement arrachable ici? La réponse est oui, puisqu'on a ici un phénol, dont le pKa vaut à peu près 9. Donc, on va pouvoir écrire des transformations d'échange de protons, des réactions acido-basiques, entre l'amine qui est là et le fragment OH qui est ici. Ce
qui va se passer, c'est que OH va perdre un H+, pour devenir O-, et l'amine qui est là va prendre un H+, pour devenir NH3+. Est-ce que ça va nous permettre d'expliquer la formation du produit de 2, ça? Probablement pas, hein, puisque dans le produit, puisqu'on a dit qu'il fallait un allongement de la chaîne pour avoir la molécule finale qui est relativement grande. Ok, donc concernant le côté basique, on sait que des réactions vont avoir lieu, mais on a plutôt l'intuition qu'elles ne vont pas être très utiles du point de vue de l'allongement du squelette carboné. Peut-on envisager autre chose? La réactivité nucléophile. Eh bien, si l'azote réagit comme nucléophile, il va agir sur un carbone électrophile, porteur d'un groupe partant. Donc méfiez-vous, hein, là si on analyse la molécule, on peut dire que ce carbone qui est là, relié à l'oxygène, il est delta+. Par contre, l'oxygène qui est là, c'est pas un bon groupe partant. En revanche, le carbone porteur du brome, il est delta+, le brome, lui, c'est un bon groupe partant, et donc on peut avoir une réaction de substitution nucléophile, l'amine attaque le carbone et départ du brome. C'est ce qu'on va écrire. Donc, je vais rajouter les doublés non liants sur le brome. Attaque de l'amine primaire sur le carbone électrophile, départ du brome, mécanisme SN2. Donc l'acte élémentaire est plutôt non renversable. Voici ce qu'on obtient. Dans cette structure, on constate qu'il y a un azote chargé positivement, tétravalent. L'azote est un atome électronégatif. Il ne va pas supporter bien longtemps cette charge plus, donc il doit récupérer des électrons. Et pour ça, il peut en récupérer au niveau des liaisons NH. Donc, il récupère 2 électrons d'une liaison NH. On va alors former une fonction amine qui a un groupement carboné supplémentaire, ce sera donc une amine secondaire. Donc le produit de cet acte élémentaire-là, je l'écris là-haut. La réaction en question, c'est une réaction acido-basique. Et on obtient donc le fragment OH, le cycle benzénique, l'oxygène qui est ici en bas, pH plus H plus Br-. Et donc là, si vous observez la molécule cible, vous remarquez que ce fragment-là correspond à un morceau de la molécule cible. J'attire votre attention maintenant sur un point que je vais mettre à titre de remarque. La remarque porte sur cet acte élémentaire qui est ici en bas à droite. Lorsque je l'écris, j'ai choisi de faire partir le proton sous forme H+ spontanément. Pourquoi? Eh bien parce que je suppose que, évidemment, cette réaction va se faire dans un solvant et que le solvant peut réaliser des interactions avec H+, de façon à le solvater. C'est pour ça que ici, j'écris un H+ solvaté. De la même façon, vu qu'on a Br- qui est libéré, Br- est entouré de solvant, il est solvaté. Sachez que, parfois, certains décident d'écrire la chose suivante. Ils considèrent que Br- joue le rôle de base et que c'est Br- qui va venir capter le H+, pour ensuite rendre des électrons au niveau de l'azote. Et donc, à la fin, ils écriraient plutôt HBr. Personnellement, j'ai du scrupule à faire ça pour une raison qui est assez simple, c'est que l'ion Br- est une base nullissime. Le pK associé au couple HBr-Br-, il est aux alentours de -7 ou -8. Donc ça veut dire que
envisager de prendre Br- comme base, très très peu probable. Il est bien plus probable que ce soit par exemple une molécule de solvant qui vienne directement en interaction avec le proton pour relâcher les électrons vers l'atome d'azote. Donc là ici, ce que j'ai mis en bleu, vous le verrez parfois écrit, mais le caractère de base nullissime, clairement, de Br-, je préfère ne pas écrire ce genre de choses. Donc ce que j'ai mis ici en bleu, c'est quelque chose qui, d'après mes convictions personnelles, est moins représentatif de la réalité que ce que j'ai écrit initialement. Pour la question suivante, la numéro 4, on nous demande de comparer la nucléophilie du groupe OH et de la fonction amine présente dans la molécule 2. Donc là, ici, on va s'intéresser à ce fragment, NH. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une amine secondaire. Et on va s'intéresser au groupement hydroxyle de la fonction phénol. L'idée, c'est ici d'avancer des arguments qui vont nous permettre de savoir lequel de ces deux sites est le plus nucléophile et donc lequel va être utilisé préférentiellement pour la réaction suivante. Alors, plusieurs types d'arguments. Tout d'abord, en termes de nombre de doublés non liants. On constate que l'atome d'oxygène a plus de doublés non liants que l'azote, donc ça c'est plutôt en faveur de l'oxygène. On peut aussi raisonner en termes d'électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif que l'azote. Ça veut dire que l'oxygène est moins partageur. Donc, l'azote, évidemment, il est plus partageur, c'est donc en faveur de l'atome d'azote. En termes d'encombrement stérique, eh bien, l'oxygène qui est là-haut, vous voyez qu'il est à la périphérie de la molécule, il est donc peu encombré, contrairement à l'atome d'azote qui est plutôt inclus dans une chaîne carbonée. Donc, l'encombrement est plutôt en faveur de l'oxygène. Il y a un dernier point qui reste à voir, qui est très important, c'est, ça concerne encore une fois les doublés non liants, j'ai envie d'appeler ça l'appartenance du doublé non liant. Lorsqu'on regarde l'azote, eh bien, le doublé non liant est localisé sur cet atome. Il n'y a pas de délocalisation électronique. Là, ici, le fragment phényl est trop loin, N sigma sigma pi, pas de délocalisation. Par contre, dans le phénol, on a des enchaînements caractéristiques N sigma pi, ce qui signifie que l'oxygène va partager ses électrons à l'intérieur du cycle aromatique auquel il est lié. Donc, les doublés non liants sur l'atome d'oxygène, eh bien, ils lui appartiennent beaucoup moins que ce qu'on avait pu penser dans le premier item. Donc finalement, si on regarde la mésomérie, elle est non seulement favorable à l'azote, mais elle supprime quasiment le premier argument. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire ici, eh bien, on s'aperçoit que l'azote de l'amine secondaire sera le site le plus nucléophile. À partir de cette analyse, on nous demande de donner la structure de 4. J'ai sauté une question, c'est pas la structure de 4 qu'on nous demande, c'est en déduire le mécanisme de la formation de 3 et justifier la régiosélectivité de l'attaque. Alors, on s'intéresse au mécanisme de donne 3, donc je vais d'abord replacer les choses sur le tableau. Donc j'ai replacé au tableau le réactif qui est utilisé dans l'étape 2 donne 3, celui-ci, et j'ai mis également une notation abrégée pour la molécule 2 en respectant le fait qu'on a une amine secondaire. Alors, on nous demande deux choses. Tout d'abord, déduire un mécanisme, et pour pouvoir le déduire, il faut utiliser le travail qu'on avait fait en amont, le travail d'identification. Si vous vous souvenez bien, on s'était rendu compte que le fragment qui correspond au réactif qui est là correspond à la partie droite de la molécule, c'est-à-dire cette partie mince, c'est-à-dire voilà, la partie qui est ici. Du coup, à partir de ces observations, on pourra déduire la réactivité de l'atome d'azote, de l'autre réactif, et voir également le problème de régiosélectivité dont on nous parle. Sachez que dans l'état actuel de vos connaissances, cette question est très difficile.
Sachez aussi que l'étude des époxydes, les époxydes ce sont les cycles à 3 chaînons contenant un atome d'oxygène, ce sera fait en seconde année, et donc quand vous serez par exemple prêt pour les concours, ce type de réaction vous posera beaucoup moins de problèmes que ce que ça peut vous en poser aujourd'hui. Alors, analysons un petit peu les structures. On voit qu'il va falloir relier l'atome d'azote au reste de la molécule. On sait que pour faire ce type de réaction, eh bien, parmi les deux réactivités basiques et nucléophiles de l'azote, seule sa réactivité nucléophile va nous intéresser. Du coup, on doit chercher dans cette structure à gauche des sites électrophiles. Et vous voyez bien que sur la molécule cible, le fragment phényloxygène CH2, on n'y touche pas. Fort de ces observations, on remarque donc que nous avons ici deux sites électrophiles. Je vais les noter delta 1+, et delta 2+. L'oxygène est relié à la fois aux deux atomes, donc il sera porteur d'une charge partielle delta 1 plus delta 2 moins. Ça signifie que l'atome d'azote peut attaquer soit sur le carbone porteur de delta 1+, soit sur le carbone porteur de delta 2+. En observant la structure du produit final, on peut déterminer que l'azote va ici attaquer sur le carbone porteur de delta 1+. Comme je vous le disais, vous allez étudier les époxydes en seconde année et on peut utiliser un résultat général. Je vais vous l'écrire ici. Si vous avez de la mémoire, vous pouvez d'ores et déjà le retenir. Donc, lorsqu'on parle de la réaction d'un époxyde, on parle des réactions d'ouverture, puisque les cycles à 3 chaînons sont très tendus et ont tendance à s'ouvrir lors de la réaction avec un nucléophile. Si la réaction se fait en milieu basique, alors, si les deux carbones reliés à l'atome d'oxygène n'ont pas le même encombrement, s'ils ne sont pas reliés à des groupements substituants de même nature et de même volume, alors, eh bien, le carbone le moins encombré sera attaqué majoritairement. A contrario, lorsque le milieu est acide, eh bien, ce sera le carbone le plus encombré qui sera attaqué en majorité. Ici, comment faire pour savoir si le milieu est plutôt acide ou plutôt basique? La réponse se cache dans l'utilisation d'une amine. On a dit tout à l'heure que c'était des bases faibles. Et donc, si cette base est sous sa forme basique, ça signifie qu'on est à un pKa au-dessus de pKa+1, donc à un pH au-dessus de pKa+1, donc ça veut dire qu'on est bien dans des conditions basiques, puisque le pKa d'une amine se trouve aux alentours de 9. Du coup, pour cette réaction d'ouverture, eh bien, l'attaque va avoir lieu sur le carbone le moins encombré, c'est bien celui porteur de la charge partielle delta 1+. On va donc utiliser le doublet non-liant de l'azote pour attaquer le carbone de gauche. Cette flèche verte correspond à la formation d'une liaison chimique. Évidemment, le carbone qui est ici ne peut pas former 5 liaisons, donc il doit se séparer de l'une des 4 précédemment présentes. La plus faible, c'est la liaison carbone-oxygène, qui permet à l'oxygène de récupérer des électrons, et ce qui va par conséquent casser, ouvrir le cycle époxyde. On obtient, au cours de cet acte élémentaire qu'on aura à caractériser, un fragment NHR1R2 avec une charge formelle plus sur l'azote. La liaison qui est là, c'est celle qui va se faire avec le carbone delta 1+. Et voici le reste de la molécule. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la flèche qui est ici? Bon, déjà, a priori, c'est plutôt un acte élémentaire renversable, donc on met une flèche dans chaque sens. Qu'est-ce qu'on a comme type de réaction? On a initialement ici un cycle à 3 chaînons qui est présent, il n'est plus présent à la fin, le nombre d'insaturations passe de 1 à 0 au niveau de cette structure-là, par conséquent il diminue, c'est donc une réaction d'addition. Le réactif qui va être utilisé pour cette addition, c'est celui-ci,
Un nucléophile, c'est donc une addition nucléophile. Arrivé à cet intermédiaire réactionnel, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Un oxygène O- et un azote N+, vont avoir du mal à vivre dans le même milieu. Pourquoi? Parce que là, ici, on a un alcoolate, pKa aux alentours de 17. De l'autre côté, on a un ammonium, pKa aux alentours de 9. On peut donc avoir une déprotonation quantitative de l'azote par l'oxygène chargé négativement. On va donc écrire cette déprotonation. L'oxygène récupère le proton qui est là, l'azote récupère des électrons. Ce type de déplacement d'un H+ sur une molécule, c'est ce qu'on appelle une prototropie. C'est un type de réaction acido-basique intramoléculaire. Et donc on obtient cette structure pour terminer, et ça correspond du coup au numéro de molécule 3. Alors, j'ai recopié la structure du composé 3, il est ici, et en le recopiant, je me suis aperçu qu'il y avait un petit point qui n'était pas tout à fait identique à la molécule cible, et je me suis rendu compte du coup que dans la molécule cible, j'avais fait une erreur. Là ici, si on regarde la partie qui est en bas à droite, entre l'azote et le carbone fonctionnel alcool, j'ai oublié un fragment NH2. Je vous ai remis le fragment correspondant ici. Il faut ajouter ce fragment NH2 là. Je vais également vous corriger ça et vous le renvoyer par mail pour que tout le monde ait bien la correction. Donc du coup, le composé qui est là, il est bien correct. Pensez à corriger l'énoncé. Et on nous demande dans la question 5 de donner la structure du produit 4. Lisez bien la question. On veut la structure de 4. On ne veut pas que vous réécriviez un mécanisme qui ressemble à celui de l'étape qui donne l'intermédiaire de synthèse numéro 1. Donc là, ici, on va simplement écrire ce à quoi correspondent les étapes, et ça nous donnera du coup une justification pour la structure de 4. Donc dans la première étape, on utilise la soude NaOH, qui va, comme tout à l'heure, avoir pour but de déprotoner le phénol. Alors, si vous voulez être bien explicite, vous pouvez rajouter que le phénol, c'est celui-ci. Ensuite, on met en réaction un composé bromé, celui-ci. Et comme tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une forte analogie. Ce qui va se produire, c'est une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire au niveau de ce carbone avec départ du brome comme groupe partant. Par conséquent, maintenant qu'on a dit ça, eh bien on peut écrire la structure du produit numéro 4. Il est apparu tout seul au tableau. Et dans la question suivante, donc la numéro 6, on nous parle maintenant de l'étape inconnue, l'hydrogénolyse. Et bien on nous dit ce qu'elle fait. Ça permet de retirer le groupe benzyle PHCH2 qui était présent sur l'azote. Donc le groupe benzyle en question, c'est celui qui est ici. Et on régénère du coup le groupe amine, en déduire la structure de 5. La structure de 5, c'est très simple. On retire ici ce fragment et on le remplace par l'hydrogène. Et hop, la structure de 5, la voici en bas à droite. Faites attention, je me suis aperçu en écrivant la structure de 5 que j'avais fait une petite erreur. Elle se trouvait ici, là. J'avais mis un NH, mais non, l'azote n'est pas tétravalent, sinon il serait chargé positivement. Il faut retirer le H que j'avais écrit ici. Même chose pour la molécule 4, c'est un atome d'azote N trivalent, donc retirer le H que j'avais mis là. Par contre, dans la molécule 5, on a bien le H qui est présent, donc on a retiré le fragment benzyle au profit d'un atome d'hydrogène. Pour terminer, on nous demande de représenter les deux énantiomères de la molécule numéro 5.
Il y a un seul carbone asymétrique, donc il suffit pour ce carbone asymétrique de mettre H à l'avant, OH à l'arrière pour avoir le premier, et inverser la position de ces deux fragments pour avoir l'autre énantiomère. Je termine l'énoncé avec une remarque. Je dis donc que la réaction de l'étape 5 donne 6 permet de former la fonction amide à partir du groupe amine du réactif, c'est-à-dire cette fonction qui est là, qui est ici, et du groupe ester du substrat, sachant que... non, je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. C'est pas cette amine qui est là. C'est l'amine de composé qui est mentionnée sur la flèche. Donc l'amine qui est ici, avec la fonction ester du substrat qui est à cet endroit. Alors, ce que je vous propose de faire, si jamais vous avez encore un petit peu d'énergie, c'est essayer de réfléchir à un mécanisme qui pourrait avoir lieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre des notations simplifiées. L'ester, on va le noter R1CO O-méthyle. Et puis, l'amine, on va la noter R2 CH2 NH2. Donc, regardez, analysez l'amine, analysez l'ester et essayez de voir si vous pouvez proposer un mécanisme réactionnel qui vous semble plausible. Une petite indication, ce type de mécanisme réactionnel, vous en parlerez beaucoup l'année prochaine. J'en ai déjà parlé dans le supplément de la leçon C6 et L4, c'est une addition-élimination. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est écrire le mécanisme au fur et à mesure. Ce que je vous propose de faire, c'est vous essayer de trouver la première étape. Si jamais vous êtes sûr de vous, continuez. Et si jamais vous avez un petit doute, vous faites avancer la vidéo pour voir si ce que vous avez écrit est en accord avec ce que j'ai mis au tableau. Donc une fois qu'on a posé les réactifs en termes de réactivité, l'amine, on en a déjà parlé, c'est une base faible et un nucléophile. Est-ce qu'il y a un proton qui vous semble évident à arracher ici? La réponse est non, c'est donc pas la réactivité basique de l'amine qu'il faut prendre. Vu que c'est un nucléophile, eh bien, y a-t-il un site ici qui vous paraisse un bon électrophile? Il y en a un, c'est l'atome de carbone de la fonction ester, celui qui est ici. Il a deux effets inductifs attracteurs, celui de l'oxygène du haut, mais aussi celui de l'oxygène du bas. Par conséquent, on peut écrire le mécanisme suivant. L'azote va attaquer le centre électrophile, une liaison carbone-azote est en train de se former, et donc une liaison du carbone qui est ici doit être rompue. Comme souvent, c'est les électrons de la liaison pi qui vont être rabattus vers l'oxygène, parce que cette liaison pi est plus faible qu'une liaison sigma. L'acte élémentaire qui est là est donc a priori renversable, et en termes de type de mécanisme, ce qu'on va mettre sur la flèche, eh bien, on va casser la double liaison qui est ici. Le réactif qui est là, c'est un nucléophile. On fait donc une addition nucléophile. Le produit auquel on aboutit, ce sera R1, C O-, O-méthyle, et en dessous, on va mettre le fragment azoté, NH2+, avec le plus donc sur l'azote, CH2, R2. Arrivé ici, on constate qu'on a un oxygène chargé négativement, base forte, pKa 17, et un azote chargé positivement, acide faible, mais pKa aux alentours de 9. La déprotonation intramoléculaire peut donc avoir lieu, et elle va être quantitative, c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure une prototropie. Donc, l'oxygène capte un proton, l'azote récupère des électrons. Là, ici, sur la flèche, on peut rajouter prototropie. Et on obtient R1, COH, O-méthyle, NH, CH2, R2. Donc là, on n'a plus de charge, ça c'est quelque chose qui nous convient,
Mais, souvenez-vous, il faut qu'on explique la formation d'une fonction amide, et pas n'importe lequel. Dans l'amide finale, eh bien, on a toujours le fragment au méthyle. Ok, qu'est-ce qui peut se produire? Pour former l'amide, il faut qu'on établisse une double liaison carbone-azote. Ça signifie que l'azote doit utiliser son doublet non-liant pour faire une liaison pi avec le carbone. Si le carbone forme ici une nouvelle liaison, eh bien, il va forcément en perdre une ailleurs. On a deux solutions. Soit c'est le fragment du haut, OH, qui s'en va, soit c'est le fragment de droite, méthoxy, qui s'en va. Dans tous les cas, l'un et l'autre, dans cet état, sont de mauvais groupes partants. Là, ici, on a le couple associé, ce sera le couple H2OH-, pKa14, c'est assez élevé. Et là, ce sera le couple MEOH, le méthanol, MEO-, l'ion méthanolate, pKa égale 15. Donc l'un comme l'autre ne sont pas capables de partir sous cette forme. Il va falloir les protoner. Et puisqu'on ne nous dit pas qu'on est en milieu acide, eh bien, on peut envisager une deuxième prototropie, soit directement en intramoléculaire, soit d'abord l'hydrogène qui s'en va, puis qui est ensuite recapté. Là, ici, pour économiser le nombre d'étapes d'écriture, je choisis d'écrire en une seule étape, intramoléculaire. Et donc, si c'est l'oxygène qui se protonne, on aura le couple H3O plus H2O de pK 0, donc qui va devenir un bon groupe partant. L'oxygène va donc prendre un de ses doublets non-liants pour attaquer le proton qui est ici. L'azote va récupérer une paire électronique. On obtient au cours donc d'une nouvelle prototropie ce composé R1 COH2 plus au méthyle N-CH2R2. Et si on analyse ce qui se passe en termes d'électrons au voisinage de l'atome de carbone fonctionnel, l'atome d'oxygène qui est là, chargé positivement, est un vrai aspirateur à électrons. Donc les électrons sont déplacés ici pour la liaison CO vers l'atome d'oxygène. En ce qui concerne l'azote, le contraire, c'est un véritable donneur d'électrons. Et riche en électrons, on voit qu'il a deux doublés plus un excès traduit par la charge moins. Donc on a comme ça une sorte d'effet où les électrons se poussent les uns les autres. Il va donc y avoir un des doublés non-liants de l'azote qui va venir former une double liaison CN, départ d'une molécule d'eau. Donc là ici, on va obtenir R1C au méthyle, double liaison azote CH2R2 plus la molécule d'eau. On constate qu'on a formé une double liaison. Par conséquent, cette réaction fait partie des éliminations. Le nombre de saturation augmente. Et vous voyez qu'on a bien formé la fonction amide 2 dont on nous parlait tout à l'heure.